Alors merci de venir à cet atelier consacré aux nouvelles infrastructures de communication. Non, en fait, le micro n'est pas amplifié. En fait, c'est pour l'enregistrement. Donc, je vais essayer de parler plus fort alors. Atelier dédié aux nouvelles infrastructures de communication pour la ville. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir David Gaillot de l'IEMN qui apportera un éclairage très technique en fait sur ces questions-là, et également Laurent Vitou de Orange, qui pourra nous éclairer un petit peu sur le programme, la stratégie et les usages que Orange en tant qu'opérateur télécom national voit à l'avenir pour la 5G en France et puis éventuellement à l'étranger. Donc voilà, le sujet est assez large, donc juste pour lancer un petit peu le débat et les échanges, j'ai noté quelques-unes des questions auxquelles on va essayer de répondre, mais on n'est pas obligé de se limiter à ces questions-là, on peut effectivement dériver. Quels sont les nouveaux services de communication qu'on envisage pour la ville intelligente, hein, et puis pour quels usages, quels besoins, quel sera le paysage des télécoms à l'heure de la 5G. Alors la 5G, c'est... on a à peine un pied dans la 4G, on parle déjà de la 5G, et en termes de standardisation, le 3GPP, hein, qui est l'organisme de standardisation compétent ici, parle déjà de 2020, 2022, donc c'est quand même pour très bientôt. Donc, quels seront les nouveaux standards qui vont faire partie de la 5G, que vont devenir les technologies actuelles, 4G, 3G, GPRS, LoRa, Sigfox, NB-IoT, LTE-M, plus tous ceux que je n'ai pas cités. Qu'est-ce qu'ils vont devenir à partir du moment où la 5G va apparaître? Ils vont coexister, disparaître et puis enfin, quels sont les défis technologiques qui ont été relevés ou qui sont en passe d'être relevés avec l'arrivée de la 5G, et quels sont les obstacles qui restent encore à lever? Donc voilà, alors je ne sais pas lequel de vous deux, peut-être Laurent, sur quelques-unes des premières questions. Merci. Merci. Alors, je laisserai la main sur la partie hyper technique parce que moi, je suis délégué régional d'Orange pour la région Nord-Pas-de-Calais. Donc, je ne suis pas dans les laboratoires d'Orange. Je ne suis pas en charge des expérimentations sur les réseaux du futur, mais j'en ai une connaissance que j'essaie la plus vulgarisatrice possible. Et qui est plutôt pas mal pour introduire le sujet du coup. Donc on sort d'une plénière sur la ville intelligente. Je ne sais pas si certains d'entre vous y étaient ou pas. Pour ceux qui n'y étaient pas, juste en résumé, moi ma vision de la ville intelligente et des réseaux, c'est que certes les réseaux c'est important, mais la ville intelligente, elle est avant tout pour moi humaine, et c'est le citoyen, c'est les habitants qui ont, j'irais dire, leur destin en main sur la ville du futur. Bien évidemment, le premium des réseaux est important. Si on n'a aucun réseau, on ne fera pas de ville connectée. Mais ces infrastructures, elles sont le socle, en fait, elles seront le socle d'une agilité intellectuelle de la part des concitoyens qui voudront évoluer dans un monde de plus en plus collaboratif pour faire en sorte que la ville soit le siège du mieux vivre ensemble. Hein, voilà. Donc pour moi, c'est ça le concept. Alors on peut bien évidemment parler ensuite de mixité, pas simplement de mixité sociale, mais d'avoir dans des quartiers à la fois des entreprises, du tertiaire, une mixité sociale, mais également bien évidemment les habitants qui y vivent. Alors ça vit pas tout ça, ça vit pas en autarcie, mais voilà, c'est un espace d'épanouissement pour moi, la ville de demain. Et ce que j'évoquais également tout à l'heure, c'est qu'au-delà de la ville intelligente, c'est le territoire intelligent qui est important.
important, hein, puisque la mégalopole intelligente, qui est le concept initial de la Smart City, évolue aujourd'hui de plus en plus dans des villes de taille moyenne, dans des petites villes, voire dans des territoires ruraux, où la problématique de quelque chose, la administration, la santé, la éducation, prend davantage encore son sens que sur les services à proximité que l'on peut trouver dans une ville. Bon, quand j'ai dit ça, j'ai pas dit grand-chose sur la 5G, mais on est effectivement aux prémices d'une évolution, voire d'une révolution, parce que jusque maintenant, dans les réseaux mobiles, on a toujours connu une évolution de la XG qui était l'évolution de la X-1G, quoi. On est passé de la 2G avec qui était un réseau pour téléphoner et envoyer des SMS, on va faire simple, à un réseau 3G qui a permis de faire un petit peu de transfert de données ou de se connecter sur Internet, et puis à la 4G qui est aujourd'hui à minima nécessaire pour avoir un flux à peu près cohérent et fluide quand on va sur le streaming. Je le fais simple. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, il y a une appétence de plus en plus forte à ces services dans les réseaux mobiles, ne serait-ce que sur la vidéo dont je viens de parler. Aujourd'hui, YouTube sur mobile, son flux, c'est multiplié par 2 tous les ans. Donc ça nécessite non seulement effectivement un réseau de 4G de bonne qualité, mais également une bande passante qui soit fiable et qui soit fiable. Donc alors je vous entendais parler de dire on est à peine dans la 4G. Faut quand même relativiser ce propos dans la mesure où les opérateurs aujourd'hui, je parle pas simplement du nôtre, ont des chiffres globaux de couverture de la population. Pas du territoire, mais de la population qui sont quand même d'un bon niveau. Le mien, je le connais par cœur. En France, c'est 95% de la population qui est couverte en 4G. Dans la région Nord-Pas-de-Calais, si vous y habitez, vous avez encore un peu plus de chance puisque on approche les 99%. Bien évidemment, quand on regarde la carte, il reste quelques taches blanches. Alors on appelle ça des zones blanches, mais c'est pas forcément des zones blanches, c'est des zones où effectivement on a des forêts, on a peu de circulation, peu de population, mais c'est toujours l'individu particulier qui exprime son insatisfaction quand il est dans ces zones. Et puis, il faut bien voir aussi que ces calculs de couverture, ils sont faits sur ce qu'on appelle de l'outdoor, donc en dehors des bâtiments. Et bien évidemment aussi, on a, comme tout à chacun, son smartphone quand on est chez soi, quand on est dans son entreprise, quand on est à l'université. On aime autant se connecter quand on est à l'intérieur que quand on est à l'extérieur. Et là, bien évidemment, on a des taux de couverture qui sont un tout petit peu moins bons. Bon, donc on n'est pas au début de l'histoire de la 4G. Oh. Je veux dire, au début, il y a 4 téléphones portables et il y en a 4 qui ont 4G. Le 4 cadre chez moi, il y en a 4 qui aujourd'hui permettent de faire la 4G. Tous les autres sont relativement anciens. Donc nous, on n'est pas encore complètement dans la 4G. D'accord. Ok, mais je connais des très bonnes boutiques dans lesquelles on peut changer ces téléphones 2G ou 3G avec en plus, ce qui est important, parce qu'on parle souvent d'obsolescence programmée, etc. Ce qui est important, c'est que les opérateurs mettent aussi des opérations de reprise des anciens terminaux qui permettent d'accéder quand même progressivement au meilleur. Et puis qu'il y a aussi des nouveaux constructeurs qui font qu'on n'est pas obligé d'aller rencontrer un opérateur à la pomme ou autre pour acheter les nouveaux smartphones. Il existe aujourd'hui sur le marché des très bons smartphones à des coûts très inférieurs à ce qu'on connaît. Tout ça pour dire qu'effectivement, on est à une rupture dans le domaine des réseaux. On n'a pas parlé de réseau l'Internet des objets, on y reviendra peut-être par la suite. Mais il ne faut pas voir la 5G comme l'évolution de la 4G. Ça, c'est très, très important. La 5G, certes,
on va faire encore le concours de beauté et on va indiquer quels seront les débits disponibles. En laboratoire, il y a quelques semaines, avec Ericsson, qui est notre partenaire, on a atteint des débits jusque 10 gigabits par seconde, mais rassurez-vous ou inquiétez-vous, j'en sais rien, ces 10 gigabits, vous les aurez jamais dans la réalité, parce que ce truc-là qui pèse 200 grammes, là, on avait des équipements de réseau et des équipements de réception qui pesaient plusieurs dizaines de kilos. Voilà. Alors ça fait partie des expérimentations qui sont réalisées par tout à chacun, les constructeurs, les équipementiers, les opérateurs, pour contribuer à l'élaboration de la norme de ce que sera la 5G demain. Hein. Vous avez évoqué cette normalisation tout à l'heure dans votre introduction. Au-delà des débits, il faut bien voir que le réseau 5G, ça sera un petit peu le couteau suisse du réseau demain. C'est-à-dire que globalement, on va pouvoir avoir une allocation dynamique des débits. Quand on aura un besoin important de débit, eh bien on l'aura. Quand on aura besoin juste, dans le cadre de l'Internet des objets par exemple, d'avoir qu'un petit flux, mais d'avoir une couverture qui soit homogène, on l'aura également avec la 5G. Et c'est cette différence dans sa conception et dans l'utilisation qui fera du réseau 5G un peu ce couteau suisse. Alors ça répond peut-être à une interrogation que vous exprimiez, qui était celle de est-ce que le réseau 5G remplacera l'ensemble des réseaux ? À ce stade, bien malin qui pourra le dire. Aujourd'hui, on a de la 4G, mais il y a de la 2G, de la 3G, et puis on a du réseau LoRa et du réseau Sigfox qui cohabitent. Bon, aujourd'hui, on n'est pas dans une perspective de dire on va éteindre un certain nombre de réseaux pour permettre à la 5G d'être... Alors, dans la 5G aussi, ce qui va être déterminant, c'est le taux de ping. Alors, je ne veux pas trop m'apesantir, vous en direz certainement un peu plus que moi là-dessus, mais c'est-à-dire que c'est l'interconnexion entre les objets ou entre les utilisateurs qui sera réduit quasiment à néant. Je vais prendre un exemple très concret là-dessus. Si demain vous avez votre voiture qui est complètement pilotée par un réseau mobile, il vaut mieux quand même que quand il y a un danger, l'information passe assez vite pour que vos freins se mettent en route, quoi. Hein, voilà, donc c'est ça le taux de ping, c'est... l'information passe et donc vous vous arrêtez, et il n'y aura pas de voiture connectée s'il n'y a pas la 5G, de mon point de vue en tout cas, à court terme. En termes de délai, donc on en est aujourd'hui en phase de normalisation ou de pré-normalisation, avec des préconisations qui sont faites d'avoir des expérimentations sur le terrain dès 2019, d'avoir des déploiements en 2020, et comme tout va toujours très vite et beaucoup plus vite sur les réseaux mobiles que sur les réseaux filaires, eh bien on imagine qu'en 2022 on aura déjà une couverture qui sera pas très complète, mais enfin en tout cas très satisfaisante un peu partout en Europe, puisqu'il y a aussi cette pression européenne d'avoir une harmonisation des réseaux au niveau européen. Voilà, à ce stade, j'ai peut-être planté un petit peu le décor et peut-être vous permettre de relancer la discussion. Merci Laurent. Donc là, on a pu voir qu'effectivement, avec la 5G, il y a l'ambition de couvrir un petit peu le spectre des scénarios possibles. On n'est plus seulement dans la vidéo mobile et donc des bandes passantes très élevées, mais on veut aussi adresser des questions des usages où la latence joue un rôle très important. Effectivement, on parle aujourd'hui de latence inférieure à 1 milliseconde, voire 0,5 millisecondes pour la 5G, et ça a une importance pour un certain nombre d'applications dans tout ce qui est notamment
comment dire, la smart industry et puis la voiture connectée. Et puis après, il y a tout ce qui est machine-to-machine massif, hein, où là, on est sur des enjeux qui sont différents, mais c'est effectivement une des raisons pour laquelle la 5G est assez différente de la 4G. La 4G était très focalisée sur l'augmentation du débit, la vidéo mobile, et la 5G prend beaucoup mieux en compte des usages radicalement différents, en fait, des usages un peu plus IoT. Dans le slide précédent, on avait évoqué également les nouveaux standards qui sont en train d'émerger, le fait qu'on a une 5G qui ne se construit pas comme une évolution incrémentale de la 4G. Je crois notamment qu'il y a la couche radio, la 5G qui est radicalement différente, qui a un certain nombre de défis technologiques qui ont été relevés. Et là, je me tourne vers David. Puisque je pense qu'il a un certain nombre de choses à nous dire sur ces questions-là. Merci beaucoup. Donc la première chose que je vais faire, c'est me présenter un peu plus pour vous expliquer un peu le contexte de ma présence aujourd'hui. Donc je suis enseignant-chercheur à l'Institut d'électronique, microélectronique et nanotechnologie, l'IEMN, et également à l'IRSICA, qui travaille sur les nouveaux objets connectés et l'impact par rapport aux défis sociétaux. Mes activités de recherche tournent principalement autour de la 4G et des techniques multi-antennes. Peut-être que vous avez déjà entendu parler des techniques MIMO, mais en tout cas, même si vous n'en avez jamais entendu parler, vous en avez peut-être chez vous et dans votre téléphone portable. Ce sont des techniques qui permettent d'augmenter soit la capacité, donc là on est dans une pure relation de type 4G où on essaye pour vous en tant que client d'augmenter l'expérience d'utilisation des différents services qui ont été développés depuis ces dernières années, en termes de streaming, d'applications et d'autres. Et également, par exemple, chez vous, vous pouvez avoir dans votre box ADSL, vous pouvez avoir plusieurs antennes qui permettent d'augmenter la capacité à l'intérieur de votre domicile. Si vous voulez, par exemple, vous avez un film sur votre ordinateur et l'envoyer sur votre télé ou via votre box, par exemple. Alors, dans le cadre de ces activités, on réfléchit à effectivement, par rapport, peut-être tu peux avancer sur ma première slide, je pense que ce triangle qui est à gauche, qui rejoint un peu le triangle d'avant, il est assez intéressant parce qu'il montre un peu la singularité de ce que l'on souhaite faire dans le cadre de la 5G, c'est-à-dire regrouper des technologies qui n'ont rien à faire ensemble initialement. Donc c'est un peu ça la 5G quelque part, et c'est cette rupture technologique qui est importante par rapport à la 4G. C'est que la 4G c'était une technologie qui était unique, qui fonctionnait avec des techniques qui étaient standardisées. Et là maintenant on va faire rentrer quelque part dans la 5G plusieurs techniques qui sont propriétaires, qui ne le sont pas, qui ont leurs propres standards. Et donc l'idée de la 5G c'est un peu d'unifier un peu toutes ces technologies dans le but d'obtenir vraiment des ruptures au niveau sociétal dans différentes couches économiques et dans différents secteurs. Alors, ce qui est intéressant dans ce triangle, déjà, c'est que c'est pas un rond. Alors, pourquoi je précise ça? C'est parce qu'en fait, le fait de mes deux triangles montre que l'on a des applications qui sont très différentes entre elles, quelque part, et qui ont des besoins qui sont très différents entre eux. Donc, par exemple, le haut de ce triangle, c'est tout ce qui touche à la capacité. Donc on va avoir des applications qui ont des gros besoins de bande passante. Donc là, on est quelque part dans une sorte d'évolution de ce que pouvait proposer la 4G. Par contre, on vient rajouter derrière, dans les autres points du triangle, par exemple tout ce qui est IoT. Donc là, c'est quelque chose d'assez nouveau. Et on a eu quelques discussions dans le plénière là-dessus. Et donc on va avoir une massification énorme d'ici les prochaines années, dizaines d'années, sur le nombre d'éléments qui vont se connecter. Donc effectivement, on a dit qu'il y aura bientôt plus d'éléments connectés que d'humains sur Terre. Donc ça va poser des challenges assez importants dans l'architecture derrière qui va supporter, en termes d'énergie, en termes de données, etc. Et on va avoir
la dernière partie du triangle qui est assez intéressante, qui va peut-être nous toucher un peu plus, nous, en tant que citoyens, puisque c'est quelque chose qu'on va utiliser au jour le jour, que sont les véhicules connectés, qui vont, par exemple, avoir besoin, justement, d'être extrêmement fiables au niveau des communications, d'avoir un taux de réussite de communication qui est très rapide, qui est avoir un taux de réussite quasiment proche de 100% tout le temps. Donc ça, pour l'instant, c'est ce qui est envisagé, même si on sait qu'on ne l'atteindra pas. D'accord ? Et dans le cadre de ces techniques, il existe des ruptures technologiques qui vont être apportées dans le cadre de la 5G, et en particulier le massif MIMO, donc qui a été discuté un tout petit peu dans le plénière. D'accord ? Donc ça, c'est quelque part la vision un peu d'agrégation des différentes technologies dans le cadre de la 5G. Et à droite, j'ai mis une vision qui est un peu différente, qui est peut-être un peu moins technique, mais qui est peut-être un peu plus représentative de, comment dire, des choses au niveau social. Donc en haut à gauche, on a ce qu'on appelle l'Internet of People. C'est vous, c'est moi, d'accord ? Donc l'Internet of People, il a besoin de quoi ? Il a besoin d'être connecté, un téléphone portable, ça peut être un ordinateur, etc. Donc en général, on a besoin de bandes passantes, on a besoin de capacité, et donc on a besoin d'utiliser une architecture qui est beaucoup plus adaptée pour supporter ce type de débit. Donc forcément, ça va coûter plus cher. Au niveau logiciel, au niveau sécurité, il y a des gros enjeux dans le cadre de la 5G, ça va coûter plus cher, etc. Ensuite, on va avoir l'Internet des objets avec une adresse IP. Donc vous savez peut-être ou pas que tout objet à l'heure d'aujourd'hui qui est connecté à une adresse IP, c'est un identifiant unique qui permet de l'identifier sur le réseau. D'accord ? Donc votre téléphone portable, quand vous êtes connecté, vous avez une adresse IP, votre tablette, votre ordinateur portable, voire peut-être même un micro, tout ce qui est Bluetooth va avoir des adresses IP. Donc ce sont tout ce type de matériel que vous allez connecter dans le réseau, d'accord ? Alors, ce sont des appareils qui n'ont pas besoin forcément d'une grande capacité, ils ont besoin simplement de se connecter suivant certaines distances, c'est-à-dire que les contraintes que l'on va mettre sur tout ce qui est hardware, tout ce qui est appareil de réception et de communication sera un peu moins, on va dire, contraignant en termes de coûts, en termes de développement. Par contre, on aura toujours quand même des besoins en termes de, de puissance, puisque ce sont souvent des équipements qui vont avoir une durée de vie qui va être importante, enfin que l'on souhaite tout du moins être importante pour ne pas changer les piles tous les 5 ans, tous les 10 ans, voire tous les 2 ans. D'accord ? Donc dans la présentation précédente, il y avait des enjeux par rapport justement au fait de ne plus vouloir utiliser de batterie, mais d'avoir des systèmes qui sont capables de faire de la récupération d'énergie. Et ensuite, on va avoir une dernière catégorie qui est la plus grosse au final. D'accord ? Donc ce sont tous les autres systèmes qui n'ont pas besoin d'adresse IP, que l'on va peut-être potentiellement connecter dans le réseau. Ce sont des capteurs, ce sont des détecteurs qui vont remonter un peu de données de temps en temps, peut-être une fois toutes les heures, une fois tous les 2 jours, selon le type d'application. Ce sont souvent des appareils qui sont très bas coût, d'accord, et que l'on va pouvoir densifier dans le réseau de manière extrêmement importante, d'accord. Et effectivement, tous ces appareils vont devoir cohabiter de manière assez transparente pour vous en tant qu'utilisateur, donc l'Internet of People, et de manière transparente pour tous les appareils qui sont dans le réseau, avec lesquels vous n'avez aucune interaction, puisqu'ils vont vivre leur propre vie. Ça, c'est quelque chose d'assez différent. D'accord ? Et donc, effectivement, de ce point de vue-là, il faudra que la 5G englobe un peu toutes ces technologies. Alors, pour vous dire, à l'heure d'aujourd'hui, il y a des gros efforts qui sont faits de standardisation à l'échelle mondiale et européenne, qui essayent de se mettre en phase également avec le déploiement des équipementiers et par les opérateurs. Donc là, il y a des grosses discussions. Les principaux points de blocage à l'heure d'aujourd'hui au niveau européen sont ce qu'on appelle plus communément les bandes de fréquences, d'accord ? Puisqu'on ne sait pas à l'heure d'aujourd'hui quelles seront les bandes de fréquences qui seront utilisées par la 5G. On a une idée, les opérateurs et leurs équipementiers essayent
de travailler sur, on va dire, des plateformes d'expérimentation comme celle qui a été présentée à l'instant avec Ericsson. Voilà, nous, on va travailler sur telle bande de fréquence, ça marche bien. Il y en a d'autres qui vont travailler avec d'autres bandes de fréquences, etc. Mais la 5G, bah, ça sera une agrégation de tout ça, quoi. Donc il y aura de la basse fréquence, il y aura de la haute fréquence, etc. Mais le problème, c'est que chaque pays a sa propre réglementation en termes de bande de fréquence et de disponibilité. Pour des raisons civiles, pour des raisons militaires, pour des applications spatiales, pour des applications, je ne sais, radio-amateurs, etc. Et chaque pays a une réglementation différente. Donc l'harmonisation de fréquences passe déjà par une réorganisation des bandes de fréquences dans chacun des pays. Donc il y a beaucoup de discussions dans ce sens, puisque imaginez, demain on vous dit bah, la 5G, les bandes de fréquences, on va les bouger, on va bouger la bande principale qui était la 4G aujourd'hui vers des bandes supérieures. Le coût de changement de l'infrastructure va être démentiel, tout simplement. Donc il y a des grosses discussions en ce sens à l'heure d'aujourd'hui, mais ça avance. Et au niveau de la standardisation, je pense qu'il y aura déjà des premières réponses d'ici fin d'année, début d'année prochaine, de la part du 3GPP, je crois. Normalement, il est prévu qu'à mi-2018, il y ait une pré-normalisation qui soit affichée pour permettre déjà, bien évidemment, aux différents acteurs d'avancer à la fois sur le matériel, sur les équipements et sur les terminaux. Surtout que, comme je disais, hein, donc c'est vraiment un chapeau. Donc vous avez des technologies qui existent comme Sigfox, on peut avoir du Bluetooth, on peut avoir du LoRa maintenant, qui eux fonctionnent à des fréquences, on va dire, qui sont natives, dans le sens où elles ont été utilisées dès le départ. Et donc la 5G, dans l'allocation des fréquences et la standardisation de toutes ces technologies, devra inclure le fait que bah, ces fréquences-là, ça sera comme ça et c'est tout. Donc c'est quand même un enjeu qui est assez complexe. Peut-être tu peux passer à la slide d'après. Donc ça, c'était pour vous présenter un peu... Ouais, là, je suis allé un peu loin, je pense. C'était pas très utile. La seule chose intéressante, oui. La diminution oui. C'était le sens de cette slide-là. Il y a plusieurs enjeux importants à bien comprendre dans la 5G. Donc, l'une, ça va être l'augmentation de la capacité, ça c'est sûr. La deuxième, c'est certainement celle qui est le plus discutée à l'heure d'aujourd'hui, c'est la sécurité des data. Il y a énormément de travaux au niveau de l'Europe et au niveau des instances nationales sur ça, mais également les aspects énergétiques. D'accord, puisque on souhaite que ces systèmes de communication puissent délivrer un service en utilisant le moins d'énergie possible. Donc ça, c'est vraiment un enjeu important. Et dans cette figure en haut à gauche, en fait, vous avez une comparaison 2G, 3G, 4G, Wi-Fi avec les différentes puissances en jeu et l'évolution de ces puissances en fonction de l'évolution des technologies. Donc ça, c'est vraiment intéressant. En particulier, si vous regardez pour la 2G, donc le GSM, donc on avait 96 kWh par station de base, par antenne relais, si vous préférez. Si on passe à la 3G, on arrive maintenant à 37 kWh. On a quasiment une réduction d'un facteur 3. D'accord. Et si on regarde pour la 4G, on a encore une diminution presque d'un facteur 2. Donc au final, on a entre la 2G et la 4G, on a une évolution quasiment d'un facteur 5. D'accord, ce qui est énorme en quasiment 15 ans, quoi. D'accord, si on regarde un peu les différentes évolutions du réseau, par exemple en France. Dans le cadre de la 5G, on aura également, bien sûr, une évolution énergétique à la baisse, puisque le coût, mine de rien, d'un réseau de communication au plan national est énorme, on va dire, du point de vue énergétique. Il y a eu, par exemple, l'intervenant d'OVH qui a discuté dans la plénière justement sur le coût énergétique des data-centres, qui est absolument délirant et qui est un vrai enjeu à l'heure d'aujourd'hui. Et on souhaite surtout baisser les niveaux de puissance le plus possible.
Ça répond également à un deuxième enjeu qui est un peu plus sociétal, puisque maintenant, avec les communications qui sont autour de nous, ça devient quelque chose qui est visible, même si avant c'était invisible. Avant, invisible dans le sens, j'avais mon téléphone portable, j'appelais, et puis bon, on avait l'impression que c'était un peu magique, quelque part, et puis ça se passait bien. Mais maintenant, de par les médias, de par les objets connectés que l'on fait rentrer dans notre maison, ça peut être pour les babyphones, ça peut être pour les caméras IP, ça peut être pour les TV connectées, etc. On sent vraiment que le citoyen se sent un peu plus agressé par toutes ces nouvelles technologies qui se rapprochent de lui, qui communiquent sur des différentes bandes de fréquences dont il n'y connaît absolument rien, et se pose des questions relatives, par exemple, à l'interaction de ces ondes avec lui-même. Et donc, cette problématique, justement, de réduction de puissance, elle adresse quelque part aussi ce problème. Donc ça, c'est important de le souligner, parce que c'est pas forcément quelque chose qui jaillit, on va dire, au travers des discussions que vous avez peut-être pu entendre. Donc ça, c'est vraiment important. Peut-être un petit ajout là-dessus sur la partie énergétique. C'est vrai que côté opérateur, c'est des choses qui, bien évidemment, sont pris en compte, et pas simplement pour des questions financières. Mais on a une vraie politique de RSE et de respect de l'environnement. Et chez Orange, par exemple, globalement, hein, pas simplement pour le réseau mobile, mais on envisage de réduire de 20% notre consommation énergétique et nos émissions de CO2 de 20%, et on le calcule non pas sur la base de clients actuels, mais sur la base de clients à venir. C'est-à-dire que globalement, c'est 20% sur notre base client. Et ça, c'est très contraignant, puisque bien évidemment, notre base client continue à augmenter. Donc ça prend en compte bien évidemment les serveurs, ça prend en compte les stations de base, etc. etc. Là, sur le schéma, figurent pas les réseaux de type Sigfox ou LoRa pour l'Internet des objets, qui sont là par nature des réseaux qui sont à faible consommation. Pourquoi ? Parce que bien évidemment, on est sur des équipements avec, et vous l'avez dit tout à l'heure, des équipements à faible valeur, des équipements techniques à faible valeur, des capteurs, etc. Et il ne faut pas que le réseau soit, dans son fonctionnement, coûte plus cher que le coût initial, soit du capteur ou soit du service qu'il va rendre. Donc bien évidemment, par nature, on est sur des choses qui sont très peu gourmands en énergie et en coût. Et puis, dernier point que je voulais ajouter, et là je reviendrai sur le schéma en triangle qui m'a bien plu, parce qu'effectivement aujourd'hui, quand on parle de réseau mobile, on a plutôt tendance à faire des arcs de cercle pour montrer la couverture. Et là, en fait, on est dans une triangulation en fait du réseau. C'est-à-dire que on a une allocation, comme je disais tout à l'heure, une allocation dynamique en fait des différentes bandes passantes disponibles en fonction de l'usage que l'on a de son équipement mobile quand on est un particulier, ou de l'équipement technique quand on est une machine. Et donc l'allocation dynamique se fera en triangulation avec différents types d'antennes qui seront disponibles tout autour de l'objet connecté ou de la personne connectée. J'ai essayé de le traduire en des mots très moins techniques. Voilà. Voilà. Et ça, c'est important. Et la triangulation est pour moi un des éléments, quand on le voit fonctionner dans des vidéos de simulation, c'est assez impressionnant. Alors, sur les aspects énergétiques, et donc de réduction, l'énergie nécessaire pour assurer la communication, je crois que les antennes ont un rôle à jouer. Si je ne me trompe pas, c'était un peu l'objet peut-être du dernier transparent que tu avais prévu, David. Est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer un petit peu ? Je vais essayer de vous expliquer un peu le paradoxe dans lequel on est à l'heure d'aujourd'hui, à demi-mot. De manière assez simple, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, quand le réseau, si je parle de réseau cellulaire, quand il s'est construit, on avait des antennes qui étaient disséminées dans le territoire national et avec une certaine distance entre elles. D'accord ? Et pour que les objets puissent communiquer, c'est celui qui parle le plus fort qui peut se faire entendre. D'accord ?
Et le problème, c'est, donc on était effectivement, on revient un peu à ces problèmes de puissance, c'est-à-dire que quand vous voulez vraiment vous faire entendre, il faut parler très fort. Si vous voulez vous faire entendre mieux sans parler fort, c'est-à-dire réduire l'énergie, il faut que vous vous rapprochiez de la personne. Ça se comprend très bien. D'accord ? Et le paradoxe dans lequel on est à l'heure d'aujourd'hui, et c'est quelque chose qui est assez difficile à expliquer, à convaincre, à faire convaincre en fait le grand public, c'est que pour moins consommer, il faut qu'il y ait plus d'antennes. C'est quelque chose qui est assez paradoxal. J'en parle souvent autour de moi, des amis, de la famille, et je leur explique que tu ne comprends pas. Si tu veux vraiment être dans un système où il y a moins d'ondes qui t'exposent ou qui ont des puissances plus importantes, il faut mettre des antennes partout. Ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. Le problème, c'est que si vous faites ça, vous commencez à avoir des architectures, parce que ces antennes, c'est bien beau de les remettre partout, mais il faut qu'elles soient reliées entre elles, pour qu'elles puissent communiquer entre elles. Que les datas, il faut qu'elles circulent dans le réseau et qu'elles remontent vers les data centers, etc. Donc le problème qui se pose, c'est bien beau d'avoir un réseau qui est dense, mais comment je fais pour l'interconnecter, comment je fais pour l'alimenter, etc., etc. Donc ça pose beaucoup de questions. Et de ce point de vue-là, des nouvelles technologies ont émergé il y a quelques années, et en particulier l'utilisation de ce qu'on appelle les réseaux massifs. Alors, c'est quoi un réseau massif ? C'est un réseau qui est composé de beaucoup d'antennes. Alors, autant dans les techniques MIMO dont j'ai parlé au départ, vous pouvez avoir peut-être jusqu'à 4 antennes, voire même 8 antennes qui sont possibles dans la LTE, enfin dans la 4G. Là, on parle d'une centaine d'antennes, voire de milliers d'antennes, un peu comme ce qui a été présenté dans le plénière juste avant. Donc ici, vous avez par exemple l'idée qui est présentée, c'est l'université de Lund. Ce sont des techniques assez récentes qui sont étudiées entre les universitaires et les entreprises, et les opérateurs et les équipementiers. Donc là, c'est un réseau de 128 antennes qui a été conçu il y a quelques années et avec qui on a pu démontrer un débit de 384 gigabits par seconde, à titre vraiment expérimental. D'accord ? Alors, quelle est l'idée ? En fait, si vous regardez dans le schéma d'en haut, si vous prenez si je prends une antenne classique, en fait, une antenne classique, c'est comme un jet d'eau. D'accord, ça va émettre, on va dire dans une direction, mais de manière grossière, si vous mettez votre doigt sur le jet d'eau. D'accord ? Et donc, vous allez arroser tout le monde, sauf que vous ne voulez pas arroser tout le monde, vous voulez arroser une personne en particulier. D'accord ? Et donc, le fait d'avoir beaucoup d'antennes, ça permet de réduire le faisceau. Donc, c'est comme si j'enlevais le doigt quelque part de mon tuyau d'eau, et je deviens extrêmement directif, et je peux directement pointer vers la personne qui m'intéresse. Donc ça permet non seulement de parler fort, on va dire à la personne qui m'intéresse, mais en plus ça permet surtout aux gens qui sont à côté de ne pas entendre ce que je dis. Donc ça c'est intéressant, ça permet d'avoir des communications qui sont beaucoup plus efficaces et qui sont beaucoup plus robustes. Donc si vous regardez un peu, effectivement, quand je vais utiliser du massif MIMO, ça va me permettre de discuter avec un téléphone portable unique, avec des puissances qui sont beaucoup plus faibles que si j'utilisais qu'une seule antenne. D'accord ? C'est assez contre-intuitif au départ, mais c'est une direction vers laquelle on sera amené à travailler dans le cadre de la 5G certainement. Donc, ce qui est intéressant en plus avec ce type de technologie, c'est qu'il permet d'orienter le faisceau dans l'espace. Donc ça, c'est très bien. Si par exemple vous vous déplacez avec un véhicule, d'accord, il y a des études qui ont été faites au Japon avec certaines universités dans ce sens. Si vous placez avec votre véhicule, il faut être capable d'envoyer de l'énergie vers ce véhicule qui se déplace en temps réel. Et non seulement ça, mais en plus ce véhicule qui sera connecté peut-être aura des besoins qui vont changer au cours du temps. Peut-être qu'à l'intérieur, on aura des écrans connectés, que vous allez pouvoir regarder de la télévision pour les enfants connectés, etc. Peut-être qu'on va arrêter la télé, donc la bande passante qui va être demandée va chuter, etc. Donc il y aura besoin effectivement non seulement de suivre ce véhicule, donc dans l'espace, c'est-à-dire dans un plan, mais également, imaginez dans la montagne, le véhicule il monte, il descend, d'accord, avec des besoins très différents. Donc là, par exemple, vous avez plusieurs téléphones portables qui sont dans une tour, dans un immeuble, et on vient adresser de manière différente ces utilisateurs dans le plan de la tour. On peut très bien avoir la même chose si des utilisateurs sont sur le sol. On peut même imaginer les deux. Vous avez des utilisateurs partout dans l'espace et on vient directement pointer vers ces utilisateurs.
Donc ça, c'est extrêmement efficace, on va dire, en termes d'approche, puisque ça ne permet d'envoyer de l'énergie que vers les personnes qui sont concernées en fonction de leurs besoins. D'accord ? Contrairement, on va dire, aux générations précédentes de communication sans fil, où là, on arrosait tout le monde. Là, vous vivez actuellement dans une soupe électromagnétique, d'accord, qui est composée de plein de fréquences. Et en réalité, quand vous êtes sur Internet avec votre téléphone, bah, vous accédez à vos pages web, etc. Mais ce qui est caché derrière, c'est que vous recevez le signal de tout le monde, au final. Vous n'en avez pas besoin, vous le jetez. Mais vous, comme c'est votre signal qui vous intéresse, bah, la personne qui parle doit parler plus fort pour vous. En gros, c'est ça. Donc, en termes énergétiques, c'est pas le plus intéressant. Donc voilà, c'était simplement pour vous sensibiliser un peu à cette nouvelle technique qui sont en train d'être expérimentées, qui seront probablement, on va dire, standardisées dans le cadre de la 5G pour certaines applications. On pense particulièrement aux véhicules connectés. Ça sera également utilisé peut-être pour le cœur de réseau, pour pouvoir envoyer des très gros débits sur des distances assez importantes. Mais vous aurez certainement de plus en plus de ce type de technologie qui va apparaître dans les médias d'ici les prochaines années. Donc ça, c'est sûr. Peut-être je te rends le micro peut-être. Merci David. Donc voilà, donc la 5G, c'est plus d'usages, des usages variés surtout, et un accent sur la sécurité et sur l'efficacité énergétique du réseau. D'après ce que je comprends également, avec ce type d'antenne, on peut envisager également des applications de géolocalisation. Alors effectivement, comment dire, il y a à partir du moment où vous êtes capable de focaliser l'énergie vers une personne, quelque part ça revient à la localiser, à la géolocaliser. Donc si vous arrivez géométriquement à remonter, à coupler cette information de positionnement de faisceau vers la personne avec une carte numérique, vous êtes capable de positionner la personne. Il existe d'autres approches qui permettent de faire la localisation, qui existent implicitement dans les différentes technologies que vous utilisez à l'heure d'aujourd'hui, que sont la 3G, la 4G. Donc il faut savoir que dans la 4G, vous avez un positionnement qui est standardisé au sein du protocole 4G, que les opérateurs exploitent ou pas, d'accord, que les grands groupes peuvent exploiter ou pas. Ce que j'appelle les grands groupes, c'est les Google, les Facebook, etc. C'est-à-dire que même avec votre GPS éteint, ils sont capables, a priori, de pouvoir remonter à votre position de manière assez précise, de manière assez surprenante. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Et effectivement, il y a beaucoup d'applications qui sont en développement pour faire de la localisation à partir de ces techniques. Donc je travaille entre autres sur, par exemple, la localisation de personnes dans les tunnels. Ça peut être utilisé dans le cadre d'Eurotunnel ou pour la détection de personnes qui se perdent, etc. etc. Peut-être que éventuellement on peut passer aux questions si ça vous va. Alors est-ce que l'un d'entre vous a une question sur ce qui a été présenté jusqu'à présent, ou alors sur autre chose, s'il y a un thème qui a été oublié, ce qui est aussi probable vu que c'est quand même une question qui est très très large. Donc oui, on n'a pas épuisé le sujet, ça c'est sûr. On aurait pu faire une IoT Week complète sur la 5G. Oui, je vous remets le micro. Alors c'est pour l'enregistrement en fait. Merci. Vous disiez, d'après ce que j'en ai compris, que la 5G a vocation, si ce n'est à remplacer ou au moins à prendre un peu d'espace en matière, par rapport à tout ce qui existe actuellement en matière de 4G, etc. Est-ce que c'est aussi le cas par rapport, vous avez parlé des devices connectés, mais des devices connectés entre eux et pas au réseau? Je pense au Bluetooth par exemple, qui pour l'instant n'est pas utilisé pour connecter les objets au réseau, mais pour les connecter entre eux. Est-ce que la 5G a vocation à intervenir dans cet usage? Alors, je vais essayer d'y répondre par rapport à la compréhension que je me fais de ce que pourrait être ou ce que deviendra la 5G. Effectivement, à l'heure d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'éléments connectés de type Bluetooth qui communiquent entre eux et qui n'ont absolument
pas besoin du réseau pour fonctionner, c'est-à-dire par exemple une souris qui communique avec l'ordinateur, c'est de la data qui est échangée, qui ne sert strictement qu'à déplacer la souris sur le bureau. Typiquement, ce type de data n'aura aucune, d'aucune manière à remonter dans le réseau. Ça, c'est clair. Par contre, je sais qu'il y a d'autres types de technologies Bluetooth qui, eux, auront besoin de faire remonter de la data dans le réseau. Donc c'est toujours pareil, ça va être en fonction de l'usage, ça va être en fonction de l'application. Mais l'objectif de la 5G, c'est quand même de faire rentrer... Ça va être un gros tuyau, c'est comme ça qu'il faut le voir, hein. Ni plus ni moins, ça va être un gros tuyau dans lequel on va faire transiter de la data qui vient de partout. D'accord ? Et si effectivement il y a un besoin de l'usage et de l'applicatif ou du hardware de faire remonter de la data qui est pertinente dans le cœur de réseau au travers de ce tuyau, ça sera fait. Par contre, il existera toujours bien sûr des technologies peut-être qui sont intégrées dans le cadre de la 5G mais qui pourront fonctionner de manière individuelle sur le côté de la 5G. Ça c'est sûr. Si ça répond à la question. Qu'on peut peut-être rajouter également, c'est que même si il y aura des gains en efficacité énergétique avec l'arrivée de la 5G, on restera probablement sur des consommations qui seront bien supérieures à ce à quoi on peut arriver en Bluetooth. Donc ça reste toujours intéressant de faire du Bluetooth là où on n'a pas besoin de remonter la donnée vers le cloud, par exemple. Surtout les dernières versions du Bluetooth hein, qui ont permis vraiment d'améliorer encore un peu au niveau de ce qu'on appelle nous la couche physique, d'améliorer le rapport qualité-prix, c'est-à-dire d'envoyer le signal le plus loin possible en consommant le moins. Donc là, les dernières normes sont assez bonnes. Donc là-dessus, au niveau énergétique, on arrive vraiment à de la technologie qui est très intéressante. Pour aller plus loin dans la consommation énergétique, il y a des expérimentations, voire même plus que des expérimentations en Afrique, par exemple, où on alimente les stations de base par du solaire. Bon, je regarde le temps aujourd'hui, c'est peut-être pas immédiatement dans le nord qu'on verra ça, mais en tout cas, ça peut être aussi une alternative pour réduire la consommation énergétique, pas exclusivement, mais en tout cas de faire de la du multi-alimentation. D'ailleurs, sur ce point-là, quand on regarde un peu l'IoT, on se doute bien qu'on sera incapable de connecter physiquement tous ces objets connectés, on va dire, au réseau électrique. Et donc nécessairement, on va devoir trouver des solutions alternatives pour pouvoir avoir un fonctionnement normal, nominal, dans de bonnes conditions, quel que soit, on va dire, le temps. Donc là, effectivement, le fait de mettre une batterie, bon, pourquoi pas, mais je pense qu'à terme, effectivement, on arrivera peut-être à d'autres solutions technologiques, voire durables. Donc il y a des projets, par exemple, à l'heure d'aujourd'hui, de déploiement de capteurs qui sont faits au niveau de la communauté urbaine de Lille, ou voire de la mairie de Lille, où on envisage de mettre des panneaux solaires qui permettent de connecter ces objets. Un très bon exemple, et qui est très vieux, que vous voyez souvent, en fait, c'est les bornes de sécurité sur l'autoroute. Ils sont quasiment toutes connectées maintenant, et avec des panneaux solaires. Alors maintenant, on se désengage de ce système, puisque maintenant tout le monde a un téléphone portable. Mais c'est une technologie qui est maîtrisée, qui est fonctionnelle, et donc qui sera fortement utilisée dans les prochaines années, ça c'est sûr. C'est là où parfois, avec un petit clin d'œil, on peut dire que le serpent se mord la queue. Quand on doit mettre en place des réseaux qui consomment fortement en énergie pour mettre en place des capteurs qui sont susceptibles de réduire la consommation énergétique d'une ville, là on peut se poser des questions sur l'équation à résoudre, quoi. Je confirme. D'autres questions peut-être ? Si pas d'autres questions. Je vous remercie en tout cas pour cette intervention. Et puis, la journée n'est pas terminée, donc n'hésitez pas à aller visiter les autres ateliers. Et merci pour votre participation.